Chaque mobile a une mélodie qui lui est propre, reliée à sa structure. Le tableau que le jeune homme regarde se transforme graduellement en une ville où se trouvent la galerie et le jeune homme. Il est impossible de localiser le point de départ. À l'extérieur, à l'intérieur, dans la ville, dans l'esprit du garçon. Comme ce jeune homme qui est à l'intérieur du tableau qu'il est en train d'observer, nous voyons un monde qui devient le véritable substrat qui nous façonne. Reconnaître la circularité de la connaissance est le point de départ qui permet de l'expliquer scientifiquement. L'histoire de l'Occident, depuis les Grecs d'ailleurs, c'est une histoire où la connaissance a été presque tout le temps comprise comme une espèce de miroir de la nature. En fait, cette tradition de la connaissance comme miroir de la nature est lourde. Il ne faut pas sous-estimer le poids de cette inertie culturelle. La connaissance n'est ni un miroir du monde, ni une création arbitraire. L'idée que j'essaye de défendre, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas un recueil d'informations, parce qu'il y a les résultats d'une histoire, d'un couplage qui stabilise les contenus du monde, mais en même temps, ce n'est pas arbitraire, parce qu'il y a des contraintes dans cette histoire. On ne peut pas faire émerger n'importe quoi à n'importe quel moment. Il y a donc une espèce de voie moyenne, qu'il y a des contraintes qui fait que les possibilités ne sont pas n'importe quoi, mais en même temps, il y a une marge de possibilités à l'intérieur duquel l'histoire d'un individu, ses inclinations vont jouer un rôle essentiel. On peut essayer de comprendre à la fois les contraintes auxquelles est soumis l'organisme vivant et la marge de possibilités à l'intérieur de son histoire à l'aide d'une métaphore. Rappelons que l'eau peut prendre 3 états, solide, liquide et gazeux. Elle a la propriété de pouvoir passer d'un état à un autre en fonction des changements de température ou de pression extérieure. Elle peut se trouver dans un état instable, à la fois vapeur, glace, eau, appelé point triple. Une variation très faible de température ou de pression provoquée de l'extérieur peut déclencher un changement d'état qui est fonction de l'histoire de la substance et qui émerge de son état précédent. C'est en somme toute l'histoire des chevaux du lac Ladoga que raconte Curzio Malaparte. Une grande partie des chevaux atteignit la rive du lac et se jeta à l'eau. Tout à coup, avec un son vibrant de verre qu'on frappe,
l'eau gela. La mer, les lacs, les fleuves gèlent brusquement, l'équilibre thermique se brisant d'un moment à l'autre. Le jour suivant, le lac était comme une immense plaque de marbre sur laquelle étaient posées des centaines et des centaines de têtes de chevaux. Dans les yeux dilatés, on voyait encore briller la terreur comme une flamme blanche. Près du rivage, un enchevêtrement de chevaux férocement cabrés émergeait de la prison de glace. Je me suis trouvé, mais à plusieurs reprises, surtout avec des gens qui viennent soit de l'éducation, soit de la communication, qui font l'erreur de comprendre bien la critique de l'information, de la connaissance comme quelque chose qui est un miroir de la nature, mais ils ont la tendance, très naturelle d'ailleurs, de tomber sur l'autre extrême. J'ai souvent utilisé en fait un très joli poème d'un poète espagnol qui s'appelle Machado, où il dit « Il n'y a pas un sentier qui existe déjà sur lequel on marche, mais on fait les sentiers ou les chemins en marchant. » Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino. Cette activité de faire inséparable les chemins sur lesquels on marche avec l'action de marcher, c'est ça, cette idée clé. Donc, qui justement échappe soit à la passivité de trouver les sentiers déjà faits, même en béton, ni est-ce que on marche n'importe où. Parce qu'il faut marcher sur certains terrains, sur certains contraintes. Mais étant donné que ces contraintes sont satisfaites, il y a plusieurs sentiers qu'on peut donc tisser à fur et à mesure que cette marche se déroule. Donc je trouve que cette formule de Machado, il est assez prophétique comme expression de cette idée. Dans notre contexte occidental qui s'enferme volontiers dans le culte de l'information, comment amorcer une démarche d'émergence du sens? Ce que l'on voit dès que l'on regarde de près le système neuronal, c'est que toute émergence du sens, elle est, comme on a dit, historique. Tout ce que nous percevons, pensons, imaginons est biographique. On connaît ça très très bien dans certains domaines, mettons le domaine de l'apprentissage musical. Qui penserait aujourd'hui d'apprendre la musique à un musicien sans les donner justement des exercices tout le temps pour l'apprentissage? Tu ne joues pas seulement avec un doigt, tu ne joues pas avec une main, tu ne joues pas avec seulement... C'est l'ensemble, c'est tout. Alors, faisons une expérience. Je veux dire que tu laisses tes épaules, le poids de tes épaules, le poids de tes bras, le poids du temps que ça prend de faire un mouvement. Oui. Ça doit pouvoir bouger. Après, ça doit pouvoir bouger. Puis ça va. Et puis ça doit être libre. Et le poids doit jouer avec. Parce que le poids te donne le temps. C'est comme le saut d'un animal qui prend son temps et qui connaît son poids et qui connaît sa possibilité et qui sent presque comme un radar là exactement où il va aller. Tu vois? Il me semble que c'est aussi vrai des autres apprentissages. C'est-à-dire que, je dirais aux éducateurs, l'invention, je dis bien l'invention, parce que ce sont des choses qui n'existent pas, presque pas, il me semble, l'invention de l'implication du corporel et l'émotionnel dans le processus d'apprentissage qui fait justement l'émergence du nouveau, c'est essentiel. Parce que sinon, ça ne s'enracine pas dans une transformation structurelle du corps. Et donc, c'est un apprentissage qui est très superficiel et qui passe très vite à une espèce de classement d'oubli, d'abstraction. Ah oui, oui. Alors, tu vois, voilà ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive là? Il arrive ça, c'est très intéressant tout ça. Ça veut dire quoi? Tu vois, regarde, tu joues avec tes mains, tu joues avec tes doigts, mais lorsqu'il s'agit vraiment de faire participer tout, il y a des décalages. Et c'est ça le problème. Et quand tu vois que c'est difficile à un moment comme ça, c'est là que tu dois travailler. Comment recadrer notre langage concernant le réel? Moi, je pense que effectivement, le recadrage est très important. On a dit, en ce qui concerne des concepts clés, ou des mots-clés qui, je crois, il faut donc introduire dans le langage courant, de remplacer capter de l'information par
couplage, et un couplage qui est, dans la plupart des cas, ça devrait aussi impliquer un couplage actif, participatif. Deuxièmement, traitement de l'information, les remplacer par faire émerger du sens ou créer du sens. Et troisièmement, au lieu de penser des acquisitions des domaines d'information, c'est plutôt parler justement des chemins d'apprentissage ou chemins de transformation. Ce sont deux propositions, bien entendu, chacun peut utiliser des autres mots, mais je crois que c'est très important, comme on a dit, de briser cette culte de l'éducation comme information, la communication comme transfert d'information, la connaissance comme acquisition d'information. Ça, il me semble, c'est un des grands problèmes et pièges qu'on doit certainement dépasser dans l'avenir. Il faut remplacer la culture de l'information, mais qui est associée à la culture d'un certain mode des commandes ou des contrôles, par une culture de l'autonomie, de l'individu. Et bon, pas seulement de l'individu, mais aussi des groupes sociaux. L'autonomie, je crois, premièrement, c'est respecter les autres et soi-même, et savoir jusqu'où on peut aller sans gêner les autres. Voilà, en gros. On dépend tous, à mon avis, de quelque chose, donc autonome, on l'est dans l'âme, on l'est dans l'esprit, mais en termes de structure, je pense qu'on n'est pas autonome, on est conditionné, certainement. Je ne suis pas autonome et je pense que je le saurais quand je serais capable de prendre les décisions pour m'envoler toute seule, quoi, sans mes parents, les amis qui aident. Et à partir de quand vous pensez qu'on peut dire, on peut s'estimer autonome? 10 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et vous, madame? 13 ans. Moi, j'ai connu des enfants très jeunes qui, à 8 ans, étaient très autonomes, mais j'en ai connu qui, à 15 ans, n'étaient pas autonomes. Alors, vous savez, je ne sais pas. Ça dépend des qualités. Oui. L'autonomie, c'est justement de mettre au centre de la dynamique des couplages ce processus d'émergence continuelle. Pour comprendre ce concept fondamental d'autonomie, imaginons deux systèmes vivants, A et B, chacun possédant sa propre identité. Soumis à des perturbations externes, A et B sont constamment forcés de compenser ces perturbations par un processus continuel d'auto-organisation. Lorsque A et B se rapprochent pour communiquer, il ne s'agit pas pour Francisco Varela d'un échange d'entrée et de sortie d'informations, mais bien plutôt d'une réorganisation interne de l'un et l'autre système. Plus précisément pour Christine Hardy, auteure de plusieurs ouvrages sur les états de conscience, il s'agit de la création d'une interface entre les deux systèmes A et B, chacun vu comme un ensemble de constellations de sens. La communication entre A et B crée l'émergence d'une nouvelle constellation de signification, commune à A et B pour un temps, mais qui n'est en aucun cas identique pour A et pour B, car chacun est porteur de son propre point de vue, de sa propre histoire, de son propre devenir. Il me semble que les mots « l'autonomie de l'individu »,« l'autonomie du biologique » revient de plus en plus au centre de la scène si l'on met en place, plutôt que capter de l'information, l'émergence sous sens. L'autonomie, à mon avis, c'est d'abord avoir un ou des objectifs et s'organiser de façon à essayer de poursuivre ces objectifs pour les atteindre, en ayant recours d'abord à ses propres facultés et accessoirement, si c'est possible, à des aides extérieures. Les domaines, liberté, autonomie, liberté de disposer de soi-même. Vous êtes autonome? Vous avez l'impression de l'être? Je pense. La conjoncture a fait qu'elle m'a amené à réfléchir sur ma propre position et de prendre la directive de créer une entreprise et d'être là définitivement autonome et d'avoir mes propres principes sur la vie et sur mon travail, voilà, de prendre complètement en main mon avenir. L'autonomie, ça consiste à s'engager dans un chemin de couplage et à l'intérieur de ce chemin de couplage, explorer le total des éventails des possibilités, qui ne sont pas infinies, mais qui ne sont pas non plus dirigées d'une façon unique ou d'une façon déjà donnée, déjà prédigérée. Que faire de la métaphore qui compare le cerveau à l'ordinateur?
C'est-à-dire que comme il y a eu cette tradition très dominante dans la culture occidentale et dans les premières années des sciences cognitives et de la neuroscience, de considérer que la connaissance est un miroir de la nature, et la métaphore de l'ordinateur tombait pile, pour ainsi dire, parce que ça permettait d'avoir un objet qui fonctionnait exactement sur ce principe. On donnait des informations, on les traitait dans un programme. Et pendant plusieurs années, on a cru, et les scientifiques, je dis, que c'était la métaphore idéale. Mais dès la perspective d'aujourd'hui, c'est clair que c'est une métaphore qui est très trompeuse. D'abord parce que ça ne fonctionne pas comme un ordinateur dans le sens de capter de l'information, on a déjà de ça tout à l'heure. Et deuxièmement parce que la notion de traiter de l'information fait une désincarnation totale de ce processus de création du sens qui implique donc pas seulement la boucle sensorimoteur, qu'on disait tout à l'heure, inexistante, n'est-ce pas, dans la machine, et aussi tous les côtés, je dirais, émotionnels, corporels de ce processus de connaissance. Donc pour les deux raisons, je crois que cette métaphore de l'ordinateur qui apparaît encore dans les films de science-fiction est extrêmement trompeuse. Sur quoi porte votre recherche actuellement? Ah oui, actuellement, en fait, je suis en train de travailler sur deux thèmes parallèles, mais qui s'y entrecroisent au moins pour moi. La première, c'est un problème qui consiste à focaliser de façon plus précise dans le sens du mécanisme et du temps, justement comment un système cognitif, donc un animal, éventuellement on préfère de travailler avec des animaux pour ce type de questions, et comment les processus donc, de faire émerger un moment de signification, une décision, comment accorder des significations à ceci ou à cela, se passe, mais au niveau microscopique. Et là, on parle donc des millisecondes, un millésime de seconde, parce que ça se passe continuellement. Vous voyez, on se bouge dans le monde et on ne se rend même pas compte qu'on accorde des significations à ceci et cela, ça se passe très vite. Alors c'est une énorme question très passionnante. Comment ça se fait tellement vite et tellement de façon transparente pour nous? Alors là, il y a tout un tas de nouvelles hypothèses au niveau neurobiologique, et c'est à ce niveau-là que je suis en train de travailler, si vous voulez, dans la micro-cognition, l'émergence au niveau micro de comment ça se passe d'une façon très très détaillée, très fine. Bon, ça c'est un projet qu'on a. Et puis il y a un autre projet que je mène depuis mon arrivée en France, et qui est en fait une reconceptualisation dans les mêmes lignes qu'on a évoquées pour le système neuronal, pour ce qui est en fait, je dirais, le deuxième cerveau du corps, que c'est le système immunitaire. Un système immunitaire qui est habituellement conçu comme un système défensif. Or, ce système défensif, il semble, dans cette nouvelle optique, qui n'est pas du tout essentiellement un système défensif, c'est surtout un système cognitif, c'est-à-dire qui permet au corps d'avoir une connaissance de soi-même, une espèce de savoir du corps. Je ne dirais pas sagesse du corps, mais au moins savoir du corps. Un savoir de quoi? Mais en fait, c'est très fondamental, c'est un savoir de ce qui constitue les corps elles-mêmes. Comment les cellules, les parties, les molécules du corps se reconnaissent comme faisant partie d'un tout. Donc ce système de créer un tout organique, c'est quelque chose qui a été pas du tout au centre de l'immunologie, et ça qui a visé surtout une espèce de fonction défensive du corps, de l'immunologie. Et donc avec des collègues à l'Institut Pasteur, on a développé toute une série de travaux et de concepts, justement pour changer cette optique, pour les transformer dans un système proprement cognitif. Jusqu'où sommes-nous autonomes? Jusqu'où sommes-nous décideurs? Jusqu'où peut-on descendre dans l'organisme au niveau des décisions? Est-ce qu'au niveau de la cellule, il y a des décisions?
Est-ce que l'on peut parler de décision au niveau de l'ADN, par exemple? Ça dépend. Je crois qu'on peut utiliser les mots décision tout simplement comme une description phénoménologique, c'est-à-dire qu'il y a, du point de vue de l'observateur externe, un tas de possibilités. On voit que les systèmes choisissent celle-ci ou celle-là. Dans ce sens-là, il y a une décision. Je ne veux pas dire, quand j'utilisais les mots décision tout à l'heure, que c'est une décision dans le sens d'une représentation consciente, hein, comme on fait à l'intérieur d'un groupe humain ou dans une entreprise. Ce n'est pas une décision dans ce sens-là, c'est tout simplement le fait que on voit une espèce de multitude de possibilités qui émergent dans un moment donné, et puis finalement, l'organisme décide d'aller dans cette direction-là ou dans cette direction-là. On peut peut-être remplacer les mots décision tout simplement par accomplissement d'un procès de choix, mais ça revient au même, mais je l'utilise surtout dans un sens purement phénoménologique. Et dans ce sens-là, vous avez tout à fait raison, cette décision va jusqu'aux racines de la vie. La cellule, il fait constamment des décisions. On pourrait aussi remplacer les mots décision par un mot sélectivité. Ce processus d'analyse que j'ai évoqué tout à l'heure de la microcognition, c'est justement montrer bien qu'on est constamment en train de faire des sélections, puis sélection, 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 choix, 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 choix. Il n'y a pas autre chose. C'est le moteur, le nerf fondamental de cette logique de la connaissance. Quoique ce sont des concepts qui sont tellement inhabituels pour la pensée traditionnelle qu'il faut plutôt que les redire, il faut les dire. Il faut commencer à déblayer tout un terrain de développer un langage, de nous habituer à ce type de pensée. On ne peut pas imaginer que les gens, ni les éducateurs, ni les scientifiques, ni les publics, ni qui que ce soit, est censé être familier avec tout ça. Parce qu'en fait, à mon avis, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est une espèce d'horizon d'un nouvel territoire. Je crois qu'on est dans les mêmes procès de faire une découverte d'un continent. Et cette continent de la connaissance et de l'esprit. Et les cartes qu'on a actuellement, ce sont sans doute insuffisantes, mais il y a toute une espèce d'évolution progressive. Ce n'est que lorsqu'un voyageur a atteint le lieu de sa destination qu'il peut se passer de cartes. On ne peut pas demander aux gens de voir la vraie carte. Et il s'agit plutôt de regarder ça comme une espèce de tendance d'évolution qui va marquer, à mon avis, toutes les possibilités de les années à venir. L'intelligence ne se définit plus comme une faculté de résoudre un problème, mais comme celle de pénétrer un monde partagé.